Bonjour Grégoire, comment ça va? Merci Très d'être bien, avec merci. nous. Bonjour Amine. Oui. J'ai une question par rapport à l'énucléation donc bipolaire et OLEP. Quand on est dans un centre où il y a les deux techniques, est-ce que l'idéal c'est de pratiquer une seule technique pour maîtriser la technique? Est-ce qu'il y a une différence dans les deux techniques? On a vu les deux vidéos. Bon, il y a beaucoup de similarités. Donc, est-ce que Il y a il y a des similarités, mais il y a aussi des différences. Tout à fait. C'est pas quand même complètement la même façon de faire. Donc, est-ce que vous conseillez aux jeunes, s'ils sont dans un centre où il y a les deux techniques, de s'y mettre et d'apprendre une seule technique, ou d'essayer de maîtriser les deux? Voilà. C'est toujours utile de maîtriser plusieurs techniques, justement pour pallier à des imprévus. On a parlé des pannes, mais il y a aussi, c'est en train d'arriver, et je pense malheureusement que ça va perdurer, voire s'amplifier. Il y a aussi des ruptures d'approvisionnement dans différents matériels à usage unique pour la chirurgie, et même d'ailleurs pas que à usage unique. Et on a eu, nous, ces derniers mois en France, des ruptures d'approvisionnement sur les fibres laser qui ont fait qu'on ne pouvait plus faire d'éducation laser dans mon service. Donc pendant plusieurs mois, on a fait du bipolaire. Voilà, donc c'est sûr que c'est utile de maîtriser plusieurs techniques et de pouvoir comme ça éviter d'être sans solution à proposer aux patients. Maintenant, tout dépend du volume d'activité que vous avez, parce que pour maîtriser plusieurs techniques, il faut quand même en faire vraiment beaucoup. C'est quand même des techniques qui nécessitent entre 20 et 50 patients pour être maîtrisées. Donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Et donc je pense qu'il faut d'abord en maîtriser une, et une fois qu'on en maîtrise une, éventuellement en apprendre une seconde pour se mettre à l'abri d'imprévus. Et dans le choix de la technique, est-ce que vous faites participer le patient avec vous dans le choix, ou comment ça se passe quand on est devant un monsieur qui a une prostate de 80 grammes, donc on peut faire la résection, l'énucléation? Comment ça se passe dans votre pratique? Alors, clairement, l'énucléation endoscopique a un avantage vis-à-vis de la résection endoscopique en termes de diminution du taux de réintervention. On fait des interventions qui sont plus complètes, et donc il y a moins de reprises chirurgicales. Tout à l'heure, vous avez montré des chiffres qui comparaient la résection endoscopique avec l'adénomectomie par voie haute, où on voyait qu'il y avait moins de réintervention quand on faisait une adénomectomie par voie haute, sur les 10 ou 15 ans qui suivent. C'est exactement la même chose avec l'énucléation endoscopique. Comme on a enlevé tout l'adénome, il y a moins de réintervention. Donc moi, je n'ai pas tendance à proposer aux patients le choix entre une résection et une énucléation endoscopique. Je pense que si on souhaite avoir des résultats fonctionnels durablement bons, il vaut mieux faire une énucléation endoscopique qu'une résection. Voilà. Donc après, par contre, est-ce que je leur donne le choix entre l'énucléation bipolaire ou l'énucléation laser? Pas vraiment non plus. Je ne crois pas qu'il y ait d'éléments si discriminants que ça dans les articles qui sont publiés. Et je crois globalement qu'il y a une certaine équivalence en termes de résultats fonctionnels entre ces différentes techniques. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, les durées moyennes de séjour sont très très équivalentes aussi en France. Donc ça veut dire probablement qu'il y a très peu que les risques de complications ne sont pas supérieurs avec une technique plutôt que l'autre. Alors, je crois que nous avons des questions en ligne, sur Internet. Docteur Attier, je vais vous donner la parole tout de suite. Mais avant, je voudrais vous poser... Moi, j'ai une question à vous poser, professeur Robert. Parce que nous avons le laser, mais pas encore de morcellateur. Mais nous allons probablement commencer très vite l'énucléation. La question qui me taraude, parce que je sais que, d'après ce que j'ai compris, c'est que les morcellateurs et certaines marques de morcellateurs ont tendance à tomber en panne.
Imaginons que l'on finisse, c'est une énucléation, la prostate, le lobe est dans la vessie, et quand on a des problèmes de morcellateur, comment se tirer d'affaire? Est-ce que vous avez un truc à nous proposer à part la taille vésicale? Et la prostate est libre, hein, elle n'est pas attachée à la capsule. Oui. Alors, ça vous est sûrement arrivé une fois, je pense, sur quelques centaines de cas. Ouais, ça peut arriver. C'est arrivé beaucoup plus fréquemment au début de notre expérience, où il y avait des petits problèmes effectivement de fiabilité dans les morcellateurs. Ça s'est beaucoup amélioré quand même, la fiabilité de ces dispositifs. Nous, on n'a qu'un seul morcellateur hein, au CHU de Bordeaux, et on fait 3 à 4 énucléations endoscopiques par jour, donc il sert très régulièrement. Et franchement, c'est pas le truc qui tombe le plus régulièrement en panne. Hein. Donc, ce qui peut tomber en panne, c'est la poignée. C'est pas le générateur, c'est la poignée hein, qui sert à faire tourner les lames. Mais ça, souvent, il y en a plusieurs dans le bloc parce qu'on fait plusieurs interventions de suite. Donc, on arrive quand même à se dépanner avec le matériel que l'on a en plusieurs exemplaires. Voilà. Alors après, si une bonne façon de faire quand on n'a pas de morcellateur du tout, c'est de laisser le lobe un petit peu accroché et de le réséquer dans la vessie une fois qu'il est quasi complètement libéré. Hein, donc il est dévascularisé, donc on va pouvoir le réséquer extrêmement vite et ensuite on sort les copeaux comme vous en avez l'habitude. Mais s'il est complètement mobile dans la vessie, ça devient difficile. Et donc là, ça nous est arrivé au démarrage de notre expérience de faire quelques tailles vésicales pour sortir des morceaux d'adénome qu'on n'arrivait pas à morceler ou pour lesquels on avait des difficultés techniques. Voilà, maintenant, ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. Hein, donc, il y a eu quand même des progrès de fait dans la fiabilité de ces dispositifs. Et la résection d'un adénome libre, c'est difficile, je pense. Ah oui, je pense que c'est difficile aussi. Oui. Ouais. J'avais assisté en 2000 au professeur Hileli. Il n'y avait pas de morcellateur à l'époque. En Égypte, il était venu du Canada pour faire les premières énucléations en 2000, donc ça fait 23 ans. Et c'est ce qu'il faisait, il faisait ça. Mais j'ai compris que c'était très difficile quand c'est libre. Alors, je crois qu'on a une question dans la salle, en ligne, dans la salle d'attente de Zoom. Alors, docteur Atier, oui, vous avez la parole. Activez juste votre micro et votre caméra et vous pouvez intervenir en visio. Oui, bonjour, merci. Donc, j'ai une petite question pour M. Grégoire. Quand il y a un saignement important, est-ce que vous arrivez toujours à maîtriser par le laser ou bien vous passez à la coagulation classique par la résection endoscopique? Oui, alors je sais j'ai un certain nombre de collègues en France qui terminent systématiquement leurs énucléations laser avec une coagulation bipolaire qui leur permet, d'après ce qu'ils disent, d'avoir une meilleure hémostase. Moi, je ne fais pas du tout ça. C'est exceptionnel que je fasse une coagulation bipolaire à la fin de l'intervention. Par contre, j'utilise beaucoup le laser tout au long de la dissection, beaucoup plus que ce que je faisais il y a quelques années. C'est-à-dire que je fais finalement maintenant très peu de dissection mécanique, puisque je suis plus habitué, je vois mieux le plan maintenant. Et donc j'utilise le laser tout au long, et donc ça fait l'hémostase au fur et à mesure. Et vraiment, on n'a pas de problème majeur d'hémostase. Et moi, je fais de la chirurgie ambulatoire hein, pour ces interventions-là, dans la grande majorité des cas. Plus de 70% de mes patients qui sont en ambulatoire, avec des taux de succès qui sont de 90%, hein, de patients qui sortent le jour même et qui ne sont pas réadmis dans les 48 heures qui suivent. Donc, il y a quand même une qualité d'hémostase quand on utilise le laser de manière continue qui est suffisante pour ne pas avoir besoin d'avoir recours à un résécteur en plus. Docteur Zribi, vous avez une question aussi à poser? Vous avez la parole si vous avez une question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question par rapport au volume de la prostate. Est-ce que pour les chirurgiens qui commencent leur expérience à énucléer, est-ce qu'il y a une limite supérieure au-delà de laquelle de passer à la chirurgie ou céder la main à l'expérimenter? Alors, quand on commence cette chirurgie-là, il y a un certain nombre de précautions quand même à prendre. Bon, la première, c'est
d'essayer de se faire accompagner, d'essayer de se former, d'essayer d'avoir un expert avec soi pour les premiers cas. La deuxième, c'est d'avoir une activité chirurgicale suffisante, parce qu'il faut faire un nombre de cas significatif en une durée limitée, hein. Donc, il faut en faire plusieurs dans la semaine et plusieurs semaines de suite pour pouvoir vraiment progresser et pas que cet apprentissage prenne trop de temps. Et il faut effectivement sélectionner les patients pour prendre des prostates qui soient ni trop petites ni trop grosses. Et donc, il ne faut pas qu'elles fassent, à mon avis, moins de 50 grammes. En dessous de 50 grammes, ça peut être plus difficile de trouver le plan d'énucléation et on a moins d'espace, et donc c'est plus difficile de mener à bien l'intervention. Et au-dessus de 90 grammes, ça peut également devenir plus compliqué parce que ça dure un petit peu plus longtemps, que ça saigne un petit peu plus, et que quand on commence cette intervention-là, on peut rapidement arriver à 2 heures d'intervention, hein. Donc il faut essayer de sélectionner des prostates qui vont être entre 50 et 80 grammes, quoi, disons, si on veut être dans les limites idéales. Voilà. D'accord. Et si on est expérimenté, on a fait des centaines, est-ce qu'il y a réellement une limite supérieure au-delà de laquelle oui, il serait préférable? Il n'y a pas de, quand on est vraiment expérimenté, il n'y a pas vraiment de limite supérieure. Enfin, il y a quand même une difficulté qui est plus importante quand les prostates font plus de 200 ou 250 grammes, hein. Mais vous voyez, la limite supérieure, elle est assez haute. En dessous, jusqu'à 150 grammes, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Même des fois, c'est plus facile parce que le plan est très clairement, très facile à voir et très facile à suivre. Et ça ne prend pas plus de temps, hein. C'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est que dénucléer une prostate de 150 grammes, ça ne prend pas plus de temps qu'une prostate de 80. Ça va très très vite. Et globalement, on fait ça maintenant en moins d'1 heure, hein, pour ce type de volume. Donc c'est pas du tout quelque chose qui pose problème. Voilà. Maintenant, évidemment, il faut en avoir fait un certain nombre pour arriver à faire ça vite. Docteur Hlila, vous avez une question à poser aussi? D'accord, merci. Docteur Mohamed Hlila, vous êtes avec nous en ligne aussi. Vous avez une question? Votre micro et votre vidéo marchent. Mohamed? Non, je pense qu'il a un problème de connexion. Donc on peut passer au cours suivant, professeur Robert. Oui. Donc on va passer à la suite sur les alternatives mini-invasives pour le traitement de l'hyperplasie bénigne de prostate, dont certaines sont désormais remboursées ou on passe de l'être en France. On va parler d'Urolift, on va parler de Rezum, on va parler d'aquablation et on va parler d'embolisation des artères prostatiques. Après, il y a d'autres alternatives, mais dont le niveau de développement clinique n'est pas suffisant pour qu'on en parle aujourd'hui. Constance, excusez-moi. Voilà. Donc, l'Urolift. L'Urolift, c'est la technique mini-invasive qui, actuellement, a le plus de recul sur les publications et les résultats des études publiques. Donc, ça se passe sous anesthésie locale. On fait une anesthésie avec un gel de xylocaïne qui est introduit dans l'urètre et uniquement un gel de xylocaïne. Dans notre pratique, moi je fais ça depuis 4 ans, hein, maintenant. Je n'ai fait aucune anesthésie générale pour cette intervention depuis 4 ans, hein. Donc on met des gels de xylocaïne, on fait un peu d'hypnose conversationnelle. Si le patient est un peu inconfortable ou stressé, on peut lui mettre du méopa. Et donc vous voyez, on va comprimer la prostate par voie endoscopique. Il y a une aiguille qui va sortir à travers le dispositif, qui va mettre un clip sur la capsule prostatique à l'extérieur et un autre clip à l'intérieur. Et vous voyez que pendant qu'on fait ça, là, que le clip va sortir, on voit l'infirmière est en train de parler avec le patient qui est réveillé. Donc il n'y a vraiment aucune douleur significative. Et donc ces clips, ils vont comprimer la prostate et libérer un chenal au milieu de l'urètre prostatique.
qui va permettre d'améliorer le débit urinaire et la symptomatologie urinaire. Il y a plusieurs avantages à cette technique-là. Premièrement, ça se fait complètement sous anesthésie locale. Deuxièmement, ça peut se faire carrément dans un bureau de consultation, à condition d'avoir une colonne d'endoscopie dans sa consultation. Ensuite, ça dure moins de 15 minutes, donc c'est vraiment très très rapide. Ensuite, il n'y a pas de sonde vésicale dans 90% des cas, donc les gens sortent sans sonde vésicale et ils sortent au bout de 2 heures. Et enfin, ils récupèrent avec une vitesse qui n'a absolument rien à voir avec la chirurgie endoscopique de la prostate, c'est-à-dire qu'en moins d'un mois, ils ont les résultats fonctionnels qui sont complets de cette intervention. Vous voyez l'urètre là qui est ouvert par les différents clips qui ont été positionnés. Ils récupèrent en 2 à 5 jours et ils ont les résultats fonctionnels maximum au bout d'un mois environ. Vous voyez ici le chemin de développement clinique de cette technique sur une dizaine d'années avec de multiples études qui ont été faites et qui permettent d'avoir un niveau de preuve d'efficacité qui est relativement bon. L'étude LIFT, c'est la principale étude qui a été faite pour permettre la validation de ce dispositif d'abord aux États-Unis puis ensuite en Europe. C'est une étude qui a randomisé l'Urolift versus une simulation d'intervention et c'est quelque chose que l'on fait de manière assez classique dans l'hyperplasie bénigne de prostate. Quand on développe des techniques mini-invasives, on se compare d'abord à une simulation d'intervention. Ensuite, excusez-moi, je vais juste refermer la porte. Donc l'étude était randomisée 2 pour 1, c'est-à-dire qu'il y avait 2 patients qui avaient un Urolift et un seul qui avait le placebo, et donc les patients étaient comparés et suivis dans le temps. Et ce que l'on voit très rapidement, c'est que au bout d'un mois, on a une meilleure efficacité de l'Urolift comparé au placebo. Il y a 7 points de différence, vous voyez ici à 3 mois, ce qui permet de prouver que cette technique, qui est une technique mini-invasive, avec certainement, grâce à son côté mini-invasif, un effet psychologique sur le patient qui est content d'avoir une technique innovante, elle est quand même plus efficace que la simulation de l'intervention, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres techniques, et ce qui a conduit par exemple à l'abandon d'un certain nombre d'autres techniques mini-invasives qui ont été essayées par le passé, comme la toxine botulique par exemple, qui est un très bon exemple de ça. Voilà. Donc, une fois qu'on avait passé cette période de 3 mois pour l'évaluation du critère de jugement principal, les patients ont été suivis pendant 5 ans et on voit une stabilité parfaite des résultats sur le score IPSS et sur la débimétrie au cours des 5 années, avec des patients, donc vous voyez, qui avaient été opérés dans 99% sous anesthésie locale, 70% sans sonde, 9 jours pour une reprise complète d'activité et une diminution du score IPSS à 5 ans qui était de presque 8 points, qui est quand même assez important pour une intervention de 15 minutes. Alors, il y a des retraitements avec ce type d'intervention. 14% de retraitement à 5 ans, c'est-à-dire 2 à 3% par an. 4% avec un nouvel Urolift et 9% avec une technique chirurgicale. Donc, c'est moins efficace qu'une intervention chirurgicale. Ce n'est pas du tout le sujet, c'est moins efficace, mais ça a d'autres avantages en termes de récupération, de simplicité de réalisation, et aussi en termes sexuels. On n'en a pas encore parlé, mais ce type d'intervention ne donne pas du tout de modification de l'éjaculation, contrairement aux chirurgies endoscopiques que l'on peut faire. Voilà, il y a eu plein d'autres études qui ont été faites qui montrent que les résultats sont reproductibles, quelles que soient les études qui ont été faites, que ce soit l'étude LIFT qui est montrée ici en rouge foncé, comme l'étude BPHX qui s'est comparée à la chirurgie, à la résection endoscopique de la prostate, comme des études qui ont été faites, des cohortes prospectives qui ont été faites en Australie ou aux États-Unis également. Donc vraiment une reproductibilité bonne dans la vie courante des résultats des essais cliniques qui ont été faits. Donc ce qu'on peut retenir de ça, c'est que c'est une technique qui maintenant est assez mature, avec un bon schéma de développement clinique. Elle est recommandée par les différentes recommandations internationales. En France, il y a maintenant un code ACT qui a été créé. Et le remboursement, en plus du séjour hospitalier, est en cours de négociation et devrait intervenir dans le premier trimestre de l'année 2023. Là, donc c'est en cours. Et on est en train de faire une étude médico-économique pour voir dans quelle mesure ce type de prise en charge ne pourrait pas même faire gagner de l'argent finalement au système de santé, compte tenu du fait que c'est un traitement qui peut se faire en cabinet de consultation et pas au bloc opératoire,
eh ben, on pourrait économiser beaucoup d'argent par rapport à une chirurgie, même si on a un petit peu plus de retraitement par la suite. Donc c'est une étude qui est en cours. Ensuite, on a un autre, le concurrent direct, c'est le Rezum. Donc c'est une technique endoscopique également, où avec une aiguille aussi, hein, on va injecter dans la prostate de la vapeur d'eau qui va chauffer les tissus et entraîner une diminution de volume de la prostate. Donc voilà comment ça se passe. Donc c'est une technique qui peut se faire également sous anesthésie locale, un petit peu plus douloureuse quand même que l'urolift, et donc le plus souvent les gens ont une sédation. On voit donc le dispositif qui est ici, vous allez voir l'aiguille qui va sortir à travers et qui va se planter dans la prostate et qui va ensuite diffuser la vapeur d'eau à l'endroit de la ponction. Donc, vous voyez, pouf, l'aiguille est rentrée dans la prostate, on appuie sur la pédale, il y a 10 secondes de traitement, vous allez voir peut-être quelques petites bulles qui vont sortir ici. Vous voyez, on n'en voit presque même pas, mais elles vont peut-être arriver, voilà. Et donc ensuite, au bout de 10 secondes, la vapeur d'eau a été distribuée, et donc elle va chauffer les cellules et les détruire et entraîner une diminution de volume. Donc on peut faire un traitement, on peut en faire un de chaque côté, on peut en faire deux de chaque côté, on peut en faire dans le lobe médian. Hein. Il n'y a pas de limite en termes de nombre de traitements. Il faut se laisser environ 2 cm entre chaque ponction. Il ne faut pas être trop près du col de la vessie ni trop près de l'apex. Mais l'intérêt quand même de cette technique-là, c'est qu'elle est quand même très rapide également. Hein. En 15 minutes aussi, on a fait l'ensemble de la procédure. Avec très très peu de risque de saignement puisqu'on ne résèque pas de tissu. On va devoir par contre laisser en place une sonde vésicale après la procédure, puisque comme on injecte de la vapeur d'eau, ça crée un œdème dans la prostate, et si on ne laisse pas de sonde vésicale, les gens sont en rétention. Donc il y a eu une étude randomisée également qui a comparé le Rezum à la résection endoscopique de la prostate, avec là aussi une randomisation 2 pour 1, donc 2 patients qui avaient un Rezum et un qui avait je vous ai dit que c'était à la résection endoscopique, c'est pas la résection endoscopique, c'est là aussi à une simulation d'intervention. Hein. Donc 2 patients qui avaient le Rezum et un qui avait une simulation d'intervention. Et donc avec la possibilité de faire un crossover au bout de 3 mois pour les patients qui avaient une simulation d'intervention. Et donc on voit comme pour l'urolift, une diminution du score IPSS qui était de 22 au départ et qui passe à 10 au bout de 3 mois, avec ensuite une stabilité sur les 2 ans, mais maintenant on a également des résultats à 5 ans avec ce dispositif qui montre aussi une stabilité dans le temps des résultats. Voilà, donc c'était des prostates qui étaient quand même plutôt petites dans cette étude pivot, avec des prostates de 45 grammes, mais depuis il y a eu des publications qui ont été faites avec des prostates de plus gros volume, avec des résultats qui sont tout à fait similaires. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'il y avait quand même 30% de patients qui avaient un lobe médian, ce qui est une contre-indication relative pour l'utilisation des urolifts. Donc c'est un petit avantage de cette technique-là par rapport à l'urolift pour ces patients-là qui ont un lobe médian. Donc les résultats à 4 ans sont là, avec une stabilité des résultats en termes d'IPSS et de débimétrie, et des taux de retraitement à 4 ans ici, qui était de 4% de taux de retraitement chirurgical ou interventionnel et 5% de taux de retraitement médical, donc 10% au total. Donc peut-être un petit peu moins de retraitement qu'avec l'urolift, même si on ne peut pas faire cette comparaison directe, puisque ce ne sont pas on n'a pas même si les critères d'inclusion étaient assez similaires, on ne peut pas comparer directement ce type de procédé et les résultats de ces différentes études. Voilà, quand on compare les résultats de l'étude que je viens de vous montrer là, avec toutes celles qui ont été faites par la suite, on voit là aussi qu'il y a une parfaite reproductibilité des résultats qui sont obtenus dans les différentes études, avec une diminution du score IPSS qui passe de 20-22 à 10 environ, donc 10 points d'IPSS en moins, avec une stabilité ici sur 3 ans dans la diapositive que je vous montre. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Donc c'est assez séduisant aussi, parce que c'est une technique endoscopique qui est simple, qui peut se faire également sous anesthésie locale, ou en tout cas avec une sédation très, très légère, en 15 minutes aussi de temps d'occupation du bloc, ce qui est intéressant. Il faut laisser en place une sonde vésicale jusqu'à 7 jours pour éviter les rétentions. La durabilité des résultats, elle reste à confirmer un peu, et notamment, il manque des études randomisées versus traitement médical ou traitement chirurgical, ce qui est une petite faiblesse du développement de ce dispositif, parce qu'il y a eu finalement aucune étude randomisée versus un traitement actif. Il n'y a eu que l'étude randomisée que je vous ai montrée, qui s'est comparée à une simulation d'intervention. Alors il y a une étude qui est en cours en France,
qui compare le Rezum à une bithérapie médicamenteuse et dont on devrait terminer les inclusions au cours de l'année 2023 et donc avoir les résultats environ un an après. Voilà. Il y a un code également qui a été créé, il y a un GHM qui a été créé aussi en France qui permet le remboursement maintenant et qui va permettre donc la diffusion de cette technique-là dans les différents centres français au cours de l'année qui vient. Donc il va falloir progressivement la positionner par rapport aux autres techniques. Alors après, l'autre technique dont je voudrais parler, c'est l'embolisation. Et l'embolisation, c'est vraiment une technique dont le développement s'est fait complètement à l'inverse de ce qui est recommandé. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire des articles dans Paris Match avant de faire des études. En France, l'embolisation, c'est à peu près 1000 cas en France en 2021. Donc c'est quand même vraiment pas beaucoup par rapport aux 65 000 interventions endoscopiques dont on a parlé tout à l'heure. Et je vous montre un certain nombre d'études. Donc vous voyez ici une étude randomisée versus simulation d'intervention, encore une fois. On voit que l'embolisation fait mieux que la simulation d'intervention et qu'au bout de 6 mois, quand on fait l'embolisation à ceux qui ont une simulation, on récupère le même niveau d'efficacité. Donc c'est très intéressant avec une preuve de l'efficacité de cette embolisation sur la symptomatologie urinaire. Néanmoins, un recul assez court dans cette étude-là, puisque c'était 12 mois, et on a très peu de résultats finalement à plus long terme avec l'embolisation des artères prostatiques. Et c'est un problème parce qu'on s'aperçoit que les résultats dans le temps ne sont pas très stables. Je vais passer là-dessus. Il y a eu des études qui ont été faites également versus résection transurétrale de la prostate. On voit que clairement l'embolisation des artères prostatiques apporte une diminution de l'IPSS, vous voyez ici sur la courbe pleine, mais qui est moindre que celle de la chirurgie qui est en pointillé, qui fait mieux que l'embolisation, à la fois en termes d'IPSS, mais également en termes d'amélioration du débit urinaire, qui est bien mieux amélioré par la chirurgie que par l'embolisation. Ce qu'on voit également dans cette étude-là, c'est qu'il y a des troubles de l'éjaculation chez les patients qui ont une embolisation des artères prostatiques, environ 1 sur 2, donc ce n'est pas totalement anodin du point de vue sexuel, et qu'il y a un taux de retraitement chirurgical à 24 mois qui est quand même de 21%, qui est quand même assez considérable, et en tout cas beaucoup plus important que ce qu'on avait avec le Rezum et avec le Eurlis que je vous ai montré juste avant. Il y a un registre anglais qui est intéressant justement pour voir comment ça se passe dans la vie quotidienne. Et donc, on voit dans ce registre anglais qu'à 1 an, il y a déjà 5% des patients qui ont été réopérés. Il y a 15% qui sont en attente de réintervention. Donc, vous voyez 20% en gros de patients réopérés ou en attente à 1 an, avec quand même des troubles de l'éjaculation, quand même quelques complications de dissection artérielle ou d'embolisation dans des territoires adjacents, et notamment au niveau du pénis, avec quelques ulcères péniens. Mais il y a eu également des nécroses vésicales qui ont été décrites et publiées au début de l'expérience avec l'embolisation des artères prostatiques. Voilà, alors ce qu'on peut retenir, c'est que l'amélioration est moindre que celle que l'on obtient avec une chirurgie, que les taux de réintervention sont supérieurs, que les risques de complications sont moins fréquents évidemment qu'avec la chirurgie, mais assez différents quand même, et qui méritent quand même d'être exposés aux patients, et qu'il y a une courbe d'apprentissage. Je ne vous en ai pas parlé, mais ce n'est pas une technique qui est si facile que ça à maîtriser, donc ça doit être des radiologues formés qui le font. Voilà, donc il y a certainement une place de cette technique-là dans l'arsenal thérapeutique qui reste à préciser, et probablement que les bonnes indications sont surtout des prostates de volume relativement important, probablement au-delà de 80 grammes. En dessous, la diminution de volume que l'on obtient avec l'embolisation est probablement trop faible pour obtenir une amélioration significative des troubles mictionnels. Voilà pour l'embolisation, et je voudrais vous dire un mot de cette dernière technique, qui est la technique d'aquablation, qui n'est pas véritablement une technique mini-invasive, parce que c'est une technique chirurgicale qui nécessite une anesthésie générale, qui nécessite une hospitalisation, qui nécessite une sonde vésicale, mais qui a un intérêt particulier parce que c'est une robotisation aussi, une automatisation du geste, qui permet finalement de se passer de ce problème de courbe d'apprentissage, de ce problème de variabilité des résultats en fonction des chirurgiens, en fonction de leur expérience. Donc en pratique, c'est une technique qui est guidée par l'échographie. Vous voyez ici l'image échographique. Et puis une fois qu'on a contouré la prostate, vous voyez le contour en vert, on appuie sur le bouton Start, et en quelques minutes, le jet d'eau qui est envoyé par le dispositif, il va pulvériser la prostate dans la zone qui a été délimitée préalablement. Et donc ça va faire une espèce de bouillie de prostate qui va être repoussée dans la vessie.
et qu'on va pouvoir ensuite enlever avec une petite poire d'hélique, faire une petite coagulation complémentaire, et puis finalement en 15 minutes avoir réglé totalement cette intervention de manière automatisée et donc assez sécure vis-à-vis des risques de complications, des risques d'incontinence, et avec a priori la possibilité de préserver la zone du verumontanum et donc de préserver des éjaculations intégrales dans un certain nombre de cas. Donc il y a eu des études qui ont été publiées. La dernière publication de l'étude de Water, qui est la principale étude, a été actualisée en 2022 avec un recul à 5 ans. C'est une étude qui a été randomisée versus résection transurétrale de la prostate. Et vous voyez des résultats de l'aquablation qui sont tout à fait similaires à ceux de la résection endoscopique de la prostate sur les 5 ans d'études, ce qui prouve une efficacité durable, hein, ce qui est un élément très important pour pouvoir proposer ce type de technique. Il y a un intérêt particulier pour les prostates de gros volume ou de très gros volume, parce que les résultats sont exactement les mêmes que pour les prostates de plus petit volume. Et donc, il va y avoir, parce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté pour les prostates de gros volume, hein, quand on ne maîtrise pas parfaitement les techniques d'énucléation endoscopique, eh bien, avec ce type de technique-là, on n'a pas du tout cette difficulté. Voilà, les résultats sont reproductibles, quelle que soit l'étude qui a été faite, comme pour les autres techniques. Et il y a des méta-analyses qui ont été publiées et qui confirment l'efficacité, qui est de 16 points d'amélioration de l'IPSS en moyenne. Donc c'est mieux que les autres techniques mini-invasives dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'amélioration du débit, c'est 20 millilitres par seconde, donc c'est l'équivalent d'une chirurgie. Voilà, l'intérêt, c'est que c'est donc une procédure automatisée, rapide, indépendante du chirurgien, avec un temps de bloc qui est raccourci, des résultats cliniques qui sont maintenant disponibles jusqu'à 5 ans, donc qui permettent de le proposer en pratique courante. Et clairement, la HAS en France a donné également un avis favorable et on va avoir un code et un remboursement au cours de l'année à venir en France. Voilà, maintenant ça pose évidemment toutes ces techniques-là des problèmes de coût qui ne sont pas absorbables dans tous les systèmes, qui ne seront pas non plus possibles partout en France, hein. Ça pose un problème de coût, de ce d'autant que les taux de retraitement, vous avez vu, sont un peu supérieurs à ce qu'on obtient avec une chirurgie. Et donc, on ne peut pas se permettre d'opérer plusieurs fois tous les patients qui ont des troubles mictionnels. Et donc, il va falloir qu'on arrive à mieux sélectionner les patients pour savoir lesquels vont relever de quel type de technique, lesquels vont relever d'une technique mini-invasive pour essayer de préserver leur sexualité, lesquels, au contraire, vont avoir besoin d'une technique d'énucléation endoscopique pour avoir des résultats durables et surtout pas avoir besoin d'être réopérés. Et donc tout ça, c'est le travail qu'il va falloir qu'on fasse maintenant pour proposer le bon traitement aux bons patients, sous réserve que tout ça soit disponible, qu'on n'ait pas de rupture d'approvisionnement et qu'on n'ait pas de problèmes financiers pour financer tout ça, puisque ça coûte beaucoup plus cher que la chirurgie classique et que l'adénomectomie par voie haute, dont vous parliez tout à l'heure, qui effectivement va nécessiter uniquement une boîte de chirurgie ouverte que l'on utilise pour plein d'autres interventions. Et donc, c'est sûr que du point de vue du coût pour le système de santé, ça n'a rien à voir avec les procédures que l'on vient de décrire ici. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ces techniques mini-invasives. Merci beaucoup, professeur Robert, pour ce brillant exposé qui a fait le tour de la question. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors maintenant, mes chers résidents, est-ce que vous avez des questions pour le professeur Robert? Allez, ne soyez pas timides. Le premier qui pose une question, on va lui donner, il va gagner une résection endoscopique de prostate. Alors, qui veut réséquer une prostate? Aucune question? Pas de question. Ils en ont déjà réséqué plein. Ils n'ont pas besoin. Alors, vous avez une question, docteur Smeoui? Vous avez une question, professeur Khouni? Bonsoir Grégoire. C'est docteur Khouni de la Tunisie, urologue. Ma question c'est par rapport aux patients, parce qu'on traite des patients souvent polymédiqués. Par rapport à l'anticoagulation, est-ce qu'il y a des préparatifs spécifiques pour les patients pour ces techniques mini-invasives? Et ma deuxième question, c'est concernant l'embolisation. Est-ce que
pour les patients artéritiques, notamment le syndrome de Lurich. Est-ce que vous en pensez qu'il y a une place pour cette technique pour ces patients particuliers? Et merci. Alors, concernant les anticoagulants et les antiagrégants, ça reste préférable de les interrompre, hein, quelle que soit la technique mini-invasive que l'on va proposer, ce d'autant qu'on cherche à limiter la durée de séjour à l'hôpital, donc on veut surtout pas avoir des hématuries macroscopiques. Donc chaque fois que c'est possible, on interrompt ces traitements. Quand c'est pas possible, eh bien, évidemment, on les maintient. Et moi, j'ai fait plusieurs fois des urolifts avec de l'aspirine ou du Plavix, sans que ça pose de problème, mais c'est préférable de l'arrêter si on peut. En ce qui concerne l'embolisation des artères prostatiques, évidemment, une des difficultés que les radiologues peuvent rencontrer, c'est les patients qui ont une athéromatose importante, avec des artères tortueuses, difficiles à cathétériser. Et donc, malheureusement, effectivement, ces patients très à risque pour la chirurgie, qui ont des pathologies vasculaires, ne sont pas non plus d'excellents candidats pour les radiologues. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y arrivent jamais, mais c'est encore plus difficile, alors que c'est déjà une intervention assez difficile pour eux. Donc, ça ne règle pas tous les problèmes pour ces patients très à risque de complications. J'ai deux questions. Par rapport à l'urolift, Grégoire, est-ce que, après l'urolift, si on est amené à opérer un patient par voie endoscopique, les agrafes, comment vous faites est-ce que la résection, on peut enlever facilement les agrafes ou pas? Et la deuxième question par rapport à l'aquablation, quand on termine la procédure, est-ce qu'il faut faire une hémostase par un résecteur bipolaire ou non? Merci. Alors pour l'urolift, effectivement, vous avez vu qu'il y a un taux de réintervention qui n'est pas nul quand même, donc il y a des patients qui se sont réopérés, et donc il y a une agrafe qui est à l'extérieur de la capsule prostatique, qui est en nitinol, donc c'est un alliage qui ne fait pas d'interférence, notamment avec les IRM prostatiques, et ce clip-là, il va rester en place. Hein. On ne peut pas le retirer, sauf si on fait une prostatectomie radicale. Hein. Donc ce clip-là reste en place, mais c'est comme on laisse des clips chirurgicaux chez beaucoup de patients, hein, ça ne pose pas de problème. Le fil qui est entre les deux clips, il est en polyéthylène, et donc il va être coupé par la chaleur, hein. Que ce soit celle d'un résecteur monopolaire, d'un résecteur bipolaire ou d'un laser, peu importe. On va couper le fil sans aucune difficulté. Et le clip qui est dans la lumière, eh bien, il va sortir avec l'adénome. Hein. Donc, si on résecte, ça sortira avec un décopeau. Et si on fait une énucléation, il va sortir à travers dans le morcellateur. Il ne faut juste pas qu'il se coince dans les lames du morcellateur. Donc ça, on l'a fait déjà plusieurs fois. Ça ne pose pas de difficultés particulières. Pour ce qui est de la coablation, il faut effectivement prendre quelques minutes à la fin de l'intervention pour coaguler le col de la vessie. Et donc, il recommande maintenant de prendre un résecteur bipolaire à la fin et de faire une coagulation attentive de tout le col de la vessie avant de s'arrêter, parce que sinon, ça saigne. Et il y a eu pas mal de transfusions au démarrage de cette technique-là. Docteur Zribi, vous avez une question? Oui, j'ai une petite question par rapport au PSA, au monitorage du PSA après ces techniques mini-invasives, en l'occurrence de l'aquablation, plutôt l'urolift et le rhizome. Il paraît que le PSA augmenterait après ces techniques. Et comment vous gérez ces patients? Est-ce que vous attendez des mois pour que le PSA revienne ou ça va rester élevé? Comment vous faites par rapport au monitorage du PSA lorsque vous opérez ces patients par ces techniques mini-invasives? Bon, quand on fait une résection endoscopique ou une énucléation, vous avez l'habitude effectivement de voir le PSA qui descend de manière considérable. Et c'est même un marqueur finalement de qualité de la résection. Hein. Quand il est inférieur à 1, ça veut dire qu'on a laissé très très peu de tissu et qu'on a probablement fait une intervention bien complète. Avec les techniques mini-invasives, l'urolift et le rhizome, il n'y a pas de diminution du PSA ou très peu. Par contre, il n'y a pas d'augmentation non plus dans mon expérience. Il y a une augmentation certainement transitoire, hein, comme on s'attend à la trouver après toute intervention endoscopique. Mais quand on contrôle le PSA à 3 mois, il n'y a pas d'élévation persistante, hein, donc ce n'est pas gênant pour la suite du suivi. Mais il ne faut évidemment pas s'attendre à avoir une baisse du PSA hein, avec ce type de technique. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Lila, est-ce que vous avez une question?
Oui, ça marche. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Donc je pense que l'on peut clôturer cette session. Professeur Robert, je ne saurais vous remercier pour vos 2 cours qui ont fait le tour de la question. Et je pense que ce sont des cours qui vont rester, beaucoup de générations de résidents vont les voir sur notre chaîne YouTube. Et je pense que c'est quelque chose de formidable qui va rester comme référence scientifique. Et au nom de tout le bureau du Collège national d'urologie, je vous remercie, ainsi que nos résidents. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je suis désolé parce que j'avais mes enfants là autour de moi là, qui étaient un petit peu bruyants. Voilà, je vous enverrai également le diaporama avec les films que je n'ai pas montrés en entier, mais que vous pourrez comme ça avoir en entier si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.